Parfois, le destin frappe à la porte de la manière la plus inattendue, révélant des secrets enfouis qui ont le pouvoir de bouleverser une vie entière. L'histoire qui suit n'est pas celle d'une simple acquisition immobilière, mais celle d'un homme au bord du gouffre qui, en cherchant à sauver sa situation financière, a découvert une famille qu'il ne savait pas avoir et un héritage bien plus précieux que l'argent. C'est un récit de pardon, de reconstruction et de la force indestructible des liens du sang. C'est ma maison. Qui êtes-vous, les enfants? Et que faites-vous ici? La voix d'un homme résonna, tranchante, dans l'embrasure de la porte de la vieille ferme. Face à lui, deux petites filles identiques, recroquevillées près d'une cheminée éteinte, le regardaient avec des yeux agrandis par la peur. Elles survivaient là depuis des semaines, cachées dans la seule maison qu'elles aient jamais connue. Mais l'homme qui venait d'acheter la propriété était sur le point de les jeter à la rue. Ce qu'il ignorait, c'est que ces enfants n'étaient pas de simples squatteuses. Elles étaient de sa propre famille et détenaient un secret qui allait changer sa vie à tout jamais. « Papa, je n'arrive pas à respirer. » La voix de Jake n'était qu'un murmure dans l'obscurité de leur petit appartement. Mark Johnson sauta de son lit, cherchant à tâtons l'interrupteur. Son fils de 10 ans était assis droit, sa petite poitrine se soulevant péniblement. Le visage de Jake était pâle, ses yeux écarquillés par la panique. « Tiens bon, mon grand. Je suis là. » Mark fouilla frénétiquement dans le désordre de la table de chevet de Jake, écartant bande dessinée et petite voiture. « Où est ton inhalateur ?» Jake désigna faiblement son sac à dos près de la porte. Mark s'y précipita, en vida les cahiers et la boîte à déjeuner, jusqu'à ce que le petit inhalateur bleu tombe sur le sol. Il le saisit et retourna en courant vers Jake. « Tiens. » De petites bouffées, comme te l'a montré le docteur Thompson. Jake prit le médicament avec des mains tremblantes. Mark s'assit à côté de lui, lui frottant le dos en l'encercle, comptant les secondes jusqu'à ce que le traitement fasse effet. C'était la 3e crise d'asthme ce mois-ci. Après quelques minutes, la respiration de Jake s'apaisa. « Mieux maintenant ?» demanda Mark. Jake hocha la tête. « Désolé de t'avoir réveillé. Ne t'excuse jamais pour ça. » Mark lissa les cheveux bruns de Jake, si semblables à ceux de sa mère. « Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Mais alors que Jake se rendormait, Mark resta éveillé, fixant le plafond. La vérité, c'est que sa présence ne suffisait pas toujours. L'inhalateur était presque vide et l'ordonnance de Jake devait être renouvelée. Cela signifiait encore $87 qu'il n'avait pas. Le lendemain matin, Mark était assis à leur petite table de cuisine, les factures étalées devant lui. Il compta l'argent dans son portefeuille pour la 3e fois. $42. Pas assez pour le médicament de Jake, et encore moins pour la facture d'électricité marquée « Dernier avis » en lettres rouges vives. Jake apparut dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur une épaule. « On a encore des problèmes d'argent ?» Mark rassembla rapidement les factures en une pile. « Ne t'inquiète pas pour ça. Maman se serait inquiétée, » dit Jake doucement. La mention de Lisa était encore comme un coup de poing à l'estomac, même 3 ans après que le cancer l'ait emporté. Mark força un sourire. « Ta mère était une grande angoissée. Moi, je suis un solutionneur de problèmes. Tu te souviens? Maintenant, mange tes céréales avant que le bus n'arrive. » Pendant que Jake mangeait, Mark consulta son téléphone. Un SMS fit sombrer son cœur. Johnson, projet annulé. Le propriétaire a choisi un autre entrepreneur. Désolé. C'était le 3e chantier annulé ce mois-ci. À ce rythme, il serait expulsé avant la fin de l'été. Après avoir déposé Jake à l'arrêt de bus, Mark se rendit à la Portland Community Pharmacy. La pharmacienne, Tina, l'accueillit avec un sourire compatissant. « L'ordonnance de Jake est prête ?» demanda Mark. « Oui, mais... » Tina hésita. « Votre assurance l'a encore refusé. C'est $87 sans couverture. » Mark lui tendit ses $42. « Puis-je payer le reste vendredi ?» Tina jeta un coup d'œil autour d'elle et baissa la voix. « Je peux vous donner un renouvellement partiel pour ce que vous avez. Mais Mark, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vendredi, promis. » Mark prit le sachet plus petit, la honte lui brûlant la poitrine. De retour dans sa camionnette, Mark ouvrit son ordinateur portable et consulta ses emails, espérant des offres d'emploi. À la place, une annonce immobilière attira son attention. Ferme historique avec verger, périphérie de Salem. Prix réduit. Le prix demandé le fit cligner des yeux. Il était anormalement bas pour une propriété de 2 hectares. Les photos montraient une ferme de 2 étages délabrée, avec une peinture blanche écaillée et des fenêtres brisées, mais la structure semblait solide. Derrière,
Des rangées de pommiers s'étendaient vers des collines lointaines. Avec ses compétences en construction, il pourrait la rénover entièrement et la vendre pour le double de son investissement. Cela pourrait être la réponse à leurs problèmes financiers. Mark composa le numéro indiqué. Wilson Real Estate, Tom à l'appareil. Bonjour, j'appelle au sujet de la ferme près de Salem. Est-elle toujours disponible? Oui, absolument. L'enthousiasme de l'homme semblait forcé. Êtes-vous intéressé par une visite? Puis-je la voir aujourd'hui? Aujourd'hui? Tom parut surpris. Eh bien, oui. Je suppose que je pourrais vous y retrouver à 14 heures. La ferme était encore plus dégradée en personne. Les volets pendaient de travers et le porche s'affaissait comme un vieil homme fatigué. Mais Mark vit le potentiel dans sa structure. Les moulures victoriennes, les fondations solides, l'agencement spacieux. Tom Wilson était un homme mince avec un sourire trop éclatant. Il fit la visite à la hâte, soulignant les caractéristiques tout en passant sous silence les problèmes évidents. Magnifique parquet d'origine sous cette moquette, dit Tom, donnant un coup de pied dans un tapis taché. La cuisine a besoin d'être modernisée, mais l'espace est généreux. Mark testa un mur avec ses doigts. La structure semble saine. Quelle est son histoire? Pourquoi le prix est-il si bas? Le sourire de Tom vacilla. Le propriétaire précédent est décédé. La famille veut une vente rapide. Il vérifia sa montre. D'autres questions? J'ai un autre rendez-vous à l'autre bout de la ville. Qui était l'ancien propriétaire? Une mère célibataire, je crois. Tom compulsa quelques papiers. Morte de maladie. Un parent a hérité et veut s'en débarrasser. Mark se dirigea vers une fenêtre donnant sur le verger de pommiers. Cet endroit pourrait être un nouveau départ pour Jake. De grands espaces, de l'air pur pour ses poumons, et un investissement solide pour leur avenir. Je la prends. Les sourcils de Tom se haussèrent. Vous ne voulez pas y réfléchir? Pas besoin. Je suis entrepreneur. Je reconnais une bonne ossature quand j'en vois une. Ils se serrèrent la main et Tom promit de préparer les documents immédiatement. 3 jours plus tard, Mark signait les derniers papiers à la Willamette Valley Bank. L'agente de crédit semblait dubitative en lui tendant les clés. C'est une rénovation majeure, Monsieur Johnson. C'est mon métier, répondit Mark. Ce week-end-là, Mark emmena Jake voir leur investissement. Le garçon se tenait dans l'allée, regardant la ferme avec scepticisme. On ne va pas vivre ici, n'est-ce pas? Non, mon grand. On va la retaper et la vendre. Gagner assez d'argent pour enfin prendre de l'avance. Jake se dirigea vers le verger, pendant que Mark inspectait l'extérieur. Quand Mark leva les yeux, Jake courait entre les pommiers, les bras étendus comme des ailes d'avion, en riant. Mark n'avait pas entendu ce rire depuis des mois. Peut-être était-ce l'espace ouvert, après des années dans leur appartement exigu. Ou peut-être était-ce simplement le fait d'être loin de la ville. Mais la respiration de Jake semblait plus facile ici. « Papa, il y a une cabane dans les arbres. » cria Jake depuis le fond du verger. Pour la première fois depuis des années, Mark sentit l'espoir monter en lui. 2 semaines plus tard, Mark se rendit seul à la ferme. La benne de sa camionnette était chargée de bois, de plaques de plâtre et d'outils. Il prévoyait de commencer par les réparations de base, réparer les fenêtres cassées et sécuriser les portes avant de s'attaquer à l'intérieur. La clé se coinça légèrement dans la serrure de la porte d'entrée. Alors qu'il poussait la porte, une latte de plancher grinça quelque part à l'intérieur. Mark se figea. La maison aurait dû être vide. « Bonjour » appela-t-il. Le silence lui répondit, mais un autre grincement se fit entendre. Quelqu'un était définitivement à l'intérieur. Mark attrapa un marteau de sa ceinture à outils et avança prudemment dans le couloir poussiéreux vers le salon. Le son de chuchotement parvint à ses oreilles. Il entra dans le salon et s'arrêta net, sous le choc. 2 petites filles noires au visage identique étaient assises, blotties l'une contre l'autre près de la cheminée. Elles semblaient avoir environ 8 ans, avec des tresses perlées et des vêtements usés. L'une serrait un vieil ours en peluche auquel il manquait un œil. L'autre tenait un cadre photoprotecteur contre sa poitrine. Leurs expressions étaient un mélange de peur et de défi. Elles ne coururent pas ni ne crièrent, le fixant simplement de leurs yeux sombres et sérieux. Mark abaissa le marteau. « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison ?» La fille tenant le cadre photo leva le menton. « Ce n'est pas votre maison, » dit-elle fermement. « C'est notre maison. Notre mère nous l'a laissée. » Mark fixa les jumelles, complètement déconcerté. Il avait l'acte de propriété dans sa boîte à gants. Il avait signé tous les papiers. C'était bien sa maison maintenant.
Écoutez, j'ai acheté cette maison en bonne et due forme, dit-il, essayant de garder une voix douce. Où sont vos parents? Vous ne devriez pas être ici toute seule. La fille à l'ours en peluche prit la parole cette fois, sa voix plus basse que celle de sa sœur, mais tout aussi déterminée. Notre maman est morte, mais elle nous a laissé cette maison. Nous avons des papiers. Marc s'accroupit lentement à leur niveau, gardant ses distances pour ne pas les effrayer. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il. Je suis Maya, dit la fille avec le cadre photo. Et voici ma sœur, Mia. Elle tendit le cadre, lui montrant un portrait de famille des jumelles avec une femme noire souriante entre elles. C'est notre maman, Sarah Williams. C'est sa maison. Marc sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. Tom Wilson avait mentionné que l'ancienne propriétaire était morte en laissant la propriété à un parent, mais ses enfants affirmaient que leur mère était la propriétaire. Quelque chose ne collait pas. Comment êtes-vous entré? Demanda-t-il. Mia désigna une fenêtre. Nous savons où maman gardait le double des clés. Est-ce que quelqu'un sait que vous êtes ici? Quelqu'un vous cherche? Les jumelles échangèrent un regard avant que Maya ne réponde. Notre tante Karen a vendu la maison, mais elle n'était pas censée le faire. Les papiers de maman disent que c'est à nous. La confusion de Marc s'intensifia. Si ses filles disaient la vérité, quelque chose n'allait pas du tout avec son achat immobilier. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, le grondement d'un véhicule qui approchait les fit tous se tourner vers la fenêtre. Un SUV argenté remontait à toute vitesse l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière. Les jumelles se reculèrent contre la cheminée. La peur remplaça le défi dans leurs yeux. « C'est tante Karen », murmura Mia. Elle est encore en colère. Les pneus du SUV argenté crissèrent sur le gravier en s'arrêtant devant la ferme. Marc regarda les jumelles, puis la fenêtre, essayant de comprendre ce qui se passait. Ces deux petites filles affirmaient que la maison était la leur, laissée par leur mère. « C'est votre tante qui arrive ?» demanda Marc, gardant une voix douce. Maya hocha la tête, serrant plus fort le cadre photo. « Elle va être furieuse que nous soyons revenus. » Marc se leva lentement. « Laissez-moi lui parler. Peut-être que nous pourrons arranger ça ensemble. » La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avant qu'il n'atteigne le couloir. Une femme noire bien habillée, dans la fin de la trentaine, entra en trombe, ses bottes à talons au claquant avec colère sur le plancher en bois. « Maya, Mia, je vous avais dit de ne pas vous approcher d'ici. » Sa voix était tranchante de frustration, mais lorsqu'elle aperçut Marc, elle s'arrêta net. « Qui êtes-vous? Et que faites-vous avec mes nièces ?» Marc leva les mains dans un geste apaisant. « Je suis Mark Johnson. J'ai acheté cette propriété la semaine dernière. Je viens de trouver les filles ici, en venant commencer les rénovations. » L'expression de la femme passa de la colère au calcul. Elle ajusta sa veste de créateur et tendit la main. « Karen Williams. Je suis la tutrice légale des filles et celle qui a vendu cette propriété. » Elle jeta un coup d'œil aux jumelles qui s'étaient rapprochées. « Je m'excuse pour toute confusion. Ces deux-là ont été difficiles depuis le décès de leur mère. » Marc lui serra la main, mais ne lui rendit pas son sourire. Les filles ont mentionné que leur mère possédait cette maison et la leur a laissée. Karen se mit à rire, un rire qui n'atteignit pas ses yeux. Les enfants ont une imagination si débordante. Ma sœur Sarah possédait la maison, oui. Quand elle est morte il y a 6 mois, la tutelle des jumelles et tous les biens m'ont été transférés. J'avais tout à fait le droit de vendre. Maya s'avança, tenant toujours la photo. Les papiers de maman disent que la maison est à nous. Tu n'étais pas censé la vendre. Le sourire de Karen se crispa. Maya, nous en avons déjà discuté. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour le bien de tous. Pendant qu'elle parlait, l'attention de Marc fut attirée par d'autres photos sur une étagère poussiéreuse. Il s'approcha et en prit une, essuyant la poussière avec son pouce. Elle montrait une jeune femme noire en toge de diplômée. Une autre montrait la même femme à la plage. Puis une troisième photo le figea sur place. Le cadre poussiéreux contenait l'image de 2 adolescents, une jeune fille noire debout à côté d'un garçon. Le visage du garçon était sans équivoque. C'était Marc lui-même, à 16 ans. « D'où vient cette photo ?» demanda Marc, sa voix à peine audible. Karen s'approcha, fronçant les sourcils en regardant la photo. « C'est ma sœur Sarah quand elle avait environ 15 ans, je pense. » Pourquoi ? Marc ne pouvait détacher ses yeux de l'image. « Parce que le garçon sur cette photo, c'est moi. » Karen lui arracha le cadre des mains, l'étudiant avec des yeux plissés. « C'est impossible. C'est un garçon que Sarah connaissait au lycée. Je vous le dis, c'est moi. »
Mark montra une petite cicatrice au-dessus du sourcil du garçon. J'ai eu cette cicatrice en tombant d'un arbre quand j'avais 12 ans. Sarah Johnson était ma sœur. Nous avons perdu le contact il y a 15 ans après une dispute au sujet du testament de nos parents. La pièce tomba dans le silence. Mia s'approcha lentement, regardant Mark avec une nouvelle curiosité. « Tu es notre oncle ?» Avant que Mark ne puisse répondre, Karen attrapa les deux jumelles par le bras. « Nous partons, maintenant. »« Attendez, » dit Mark. « Si Sarah était ma sœur, alors ses filles sont mes nièces. Nous devons en parler. » Karen tirait déjà les jumelles vers la porte. « Il n'y a rien à dire. J'ai la tutelle légale et vous avez un acte de vente. Tout a été fait dans les règles. Maman voulait qu'on connaisse notre famille, protesta Maya, essayant de se dégager de l'emprise de Karen. Ça suffit. Claqua Karen. Montez dans la voiture. Mark les suivit sur le porche. Donnez-moi au moins vos coordonnées, s'il vous plaît. Karen s'arrêta à son SUV, les jumelles déjà à l'intérieur. Elle sortit une carte de visite de son sac et la lui tendit brusquement. Le numéro de mon bureau. Mais ne vous faites pas d'idée. J'ai travaillé trop dur pour donner une stabilité à ces filles. Alors que le SUV s'éloignait, Mark resta sur le porche, la photographie dans une main et la carte de Karen dans l'autre. Les matériaux de rénovation dans sa camionnette étaient oubliés. Il ne pouvait penser qu'à la possibilité que Sarah, sa sœur perdue de vue, soit morte et que ses filles soient élevées par une femme qui semblait déterminée à effacer les dernières volontés de leur mère. Cette nuit-là, dans son appartement, Mark ne put dormir. Il fixait la photo qu'il avait prise à la ferme. Elle avait été prise au Willamette Park, l'été avant qu'il ne quitte la maison. Sarah avait 15 ans. Il en avait 16. Ils souriaient, les bras passés sur les épaules l'un de l'autre. 3 mois après cette photo, ils ne se parleraient plus jamais. « Papa, ça va ?» Jake se tenait dans l'embrasure de la chambre de Mark, se frottant les yeux. « Et, mon grand. Ça va. Je réfléchis juste à des trucs. » Jake grimpa sur le lit à côté de lui. « C'est qui sur la photo ?» Mark hésita. « C'est ta tante Sarah, ma sœur. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Nous avons perdu le contact il y a longtemps. » Mark passa son bras autour des épaules de Jake. « Mais j'ai découvert aujourd'hui qu'elle avait 2 filles. Tu as des cousines, Jake. » Les yeux de Jake s'écarquillèrent. « Vraiment ? Où sont-elles ? Elles vivent avec leur tante en ce moment, mais je vais essayer de les rencontrer comme il se doit. » Mark jeta un coup d'œil à l'horloge. « Il est bien tard pour toi, cependant. Il y a école demain. » Après avoir recouché Jake, Mark prit une décision. Demain, il obtiendrait des réponses. Le bureau des archives du comté de Salem ouvrait à 8 heures du matin. Mark attendait à la porte, s'étant déclaré malade à son travail. Une employée nommée Doris Leda a navigué dans le système. « Je cherche les registres de propriété et un testament pour Sarah Williams, anciennement Sarah Johnson », expliqua Mark. Après 20 minutes de recherche, ils le trouvèrent. La ferme avait appartenu à une tante maternelle qu'il avait laissée à Sarah Johnson il y a 7 ans. Le nom d'épouse de Sarah était bien Williams. Maintenant, le testament. Il avait été déposé 6 mois auparavant, peu après la mort de Sarah. Mark le lut avec une colère grandissante. Selon le document, Sarah avait explicitement déclaré que la ferme devait revenir directement à Maya et Mia Williams à sa mort, avec une fiducie établie pour entretenir la propriété jusqu'à leurs 18 ans. « Cela n'a aucun sens, » dit Mark. « Si le testament dit que la propriété revient aux enfants, comment leur tante a-t-elle pu la vendre ?» Doris fronça les sourcils. Légalement, elle ne le pouvait pas. Pas sans une ordonnance du tribunal annulant le testament, ce qui serait très difficile à obtenir. L'arrêt suivant de Mark fut le bureau de Tom Wilson. L'agent immobilier sembla mal à l'aise dès que Mark entra. Le testament laissait spécifiquement la propriété à ses filles. Ce n'était jamais à Karen Williams de la vendre. Les épaules de Tom s'affaissèrent. « Écoutez, elle a dit que la tutelle lui donnait le droit de liquider les actifs pour les soins des enfants. Elle m'a offert $2000 de plus pour accélérer la vente sans trop de questions. Vous m'avez vendu une propriété qui n'était pas légalement disponible à la vente, » dit Mark, sa voix basse mais ferme. « Je ne veux pas d'un remboursement, » dit Mark en secouant la tête. « Je veux arranger les choses. Ces filles ont perdu leur mère et maintenant elles ont aussi perdu leur maison. » Son dernier arrêt de la journée fut au bureau de Linda Martinez, une avocate spécialisée en droit de la famille. « Laissez-moi comprendre, » dit-elle quand il eut fini. « Vous avez découvert que l'ancienne propriétaire de cette ferme était votre sœur. Son testament laissait la propriété à ses filles jumelles, mais leur tutrice,
la belle-sœur de votre sœur, vous l'a vendue illégalement. Et maintenant, vous voulez. Quoi exactement? Je veux m'assurer que ces filles obtiennent ce que leur mère voulait pour elles, dit Mark. Et je veux les connaître. Elles sont ma famille. Nous pourrions demander une garde temporaire pendant que nous enquêtons sur la vente frauduleuse. Cela vous permettrait de protéger à la fois les filles et leur héritage. Mark pensa à Jake, déjà en difficulté avec la perte de sa mère. Maintenant, ces deux filles qui avaient aussi perdu leur mère se voyaient refuser leur héritage et peut-être aussi leur sécurité. Faisons ça, dit-il. Demandons la garde temporaire. Ces filles méritent de savoir qu'elles ont une famille qui se soucie de ce qui leur arrive. 3 jours après sa rencontre avec Linda Martinez, Mark était assis dans une petite salle de conférence au tribunal du comté de Portland. Votre honneur, nous demandons une garde temporaire d'urgence sur la base de 2 facteurs clés, expliqua Linda. Premièrement, la vente frauduleuse d'une propriété qui appartient légalement aux enfants mineurs. Deuxièmement, des préoccupations concernant l'aptitude de leur tutrice actuelle. Après 20 minutes de questions, la juge Baker rendit sa décision. J'accorde la garde temporaire à M. Johnson en attendant une enquête complète. Les enfants resteront sous sa garde pendant que nous réglons l'affaire de la propriété et évaluons les actions de la tutrice actuelle. Mark ressentit un mélange de soulagement et de panique. Cet après-midi-là, Mark se rendit à l'immeuble de Karen au centre-ville de Portland. C'était un gratte-ciel de luxe. Il se sentit déplacé avec ses bottes de travail et sa chemise en flanelle. Karen ouvrit sa porte, l'air fatigué mais pas surprise. L'avocate a appelé. Je vous attendais plus tôt. L'appartement était impeccable. Mobilier moderne et art abstrait remplissaient l'espace, mais aucun jouet ou affaire d'enfant n'était visible. Où sont les filles? Demanda-t-il. Elles font leurs valises. Avant que Mark ne puisse répondre, Maya et Mia apparurent dans le couloir. Chacune portait un sac poubelle noir rempli de vêtements et un petit sac à dos. Elles regardèrent Mark avec méfiance. Les filles, vous vous souvenez de M. Johnson? Dit Karen platement. La juge dit que vous allez rester avec lui pendant un certain temps. Pourquoi? Exigea Maya. Mark s'agenouilla à leur niveau. Il sortit la photo d'adolescent de sa poche. La fille sur cette photo est votre maman. Le garçon, c'est moi. Votre maman était ma sœur, ce qui fait de moi votre oncle. Mia prit la photo, l'examinant de près. Tu es le frère de notre maman? Elle parlait parfois d'un frère. Qu'est-ce qu'elle disait? Demanda Mark, surpris. Qu'il était têtu mais qu'il avait bon cœur, répondit Maya. Et qu'il lui manquait. La gorge de Mark se serra. Elle me manquait aussi. Je ne savais pas que vous existiez avant de vous trouver à la ferme. Mais j'aimerais apprendre à vous connaître, si ça vous va. Les jumelles échangèrent un regard, ayant une conversation silencieuse que seules elles comprenaient. Est-ce qu'on pourra retourner dans notre maison? Demanda finalement Mia. On y travaille, promit Mark. Pour l'instant, vous resterez dans mon appartement avec moi et mon fils Jake. Il a 10 ans. On a un cousin? Maya sembla surprise. Dans la voiture, les jumelles étaient assises en silence sur la banquette arrière. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Mark se sentit embarrassé par sa vétusté comparée à l'endroit de Karen. L'ascenseur était en panne, alors ils montèrent 3 étages à pied. Mark ouvrit la porte de son appartement. Jake, on est à la maison. Jake sortit de sa chambre, s'arrêtant en voyant les jumelles. Son expression était sur la défensive, peu accueillante. Jake, ce sont tes cousines, Maya et Mia. Elles vont rester avec nous pendant un moment. Dans notre appartement? Demanda Jake en fronçant les sourcils. Où ça? Il n'y a pas de place. Elles prendront ma chambre. J'utiliserai le canapé-lit. Mais on doit déjà partager la salle de bain et elle est petite, protesta Jake. Jake, s'il te plaît. Mark lui lança un regard qui signifiait « pas maintenant ». Le dîner fut inconfortablement silencieux. Le lendemain matin était un chaos. Par miracle, ils arrivèrent à l'école à l'heure. La directrice, Madame Cooper, accueillit chaleureusement les jumelles. Au travail, Mark pouvait à peine se concentrer. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels liés à l'école. Le vendredi, tout le monde était épuisé et irritable. Demain, nous allons à la ferme, annonça-t-il au dîner. Pour la première fois de la semaine, les jumelles sourirent. Même Jake avait l'air moins mécontent. Samedi matin, ils se rendirent à Salem. C'était l'endroit préféré de maman, dit Mia, montrant à Mark un espace près du porche. Mark remarqua que Jake restait en retrait,
donnant des coups de pied dans la terre. Jake, tu veux m'aider à réparer cette marche du porche? J'aurais besoin d'un assistant costaud. À contre-cœur, Jake le rejoignit. Bientôt, les 3 enfants travaillaient ensemble. L'après-midi, ils avaient réparé les marches et défriché quelques buissons envahissants. Maman nous laissait l'aider à réparer des choses aussi, dit Maya à Jake pendant qu'il travaillait. Elle disait que les filles devaient savoir se servir d'outils. Ma mère ne savait même pas accrocher un tableau, admit Jake. Nos mamans sont toutes les 2 mortes, dit Mia doucement. Jake hocha la tête. C'est nul. Ce simple échange sembla changer quelque chose entre les enfants. Cette nuit-là, Mark fut réveillé par des pleurs. Il trouva Maya assise dans son lit, des larmes coulant sur son visage. « J'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle. Quelqu'un nous reprenait notre maison. Mark s'assit sur le bord du lit. « Personne ne vous prendra votre maison. Je promets que je me battrai pour elle. » Le lendemain matin, les 3 enfants construisaient ensemble un fort de couverture dans le salon. Mark préparait le petit déjeuner quand son téléphone sonna. « Mark, c'est Linda. Karen a engagé Prescott & James. C'est le cabinet d'avocats en droit de la famille le plus cher de Portland. Elle prétend que vous ne voulez la garde que pour le gain financier de la propriété. » Mark regarda les enfants jouer ensemble. « Elle a tort, » dit-il fermement. « Il ne s'agit plus d'argent. » Le mardi suivant, Mark retourna dans sa ville natale pour la première fois en 15 ans. Il se gara devant la maison de son enfance. Une voisine âgée, Madame Peterson, le reconnut. Ils s'assirent sur sa balançoire de porche. « Je n'arrive pas à croire que Sarah soit partie, » dit Madame Peterson, les yeux embués de larmes. « Elle passait ici une fois par an, tu sais, demandant toujours si j'avais de tes nouvelles. »« Elle me cherchait ?» demanda Mark, surpris. Madame Peterson hocha la tête. « Pendant des années. Elle voulait arranger les choses entre vous deux. Sarah a découvert ce que vos parents ont fait. Comment ils vous ont monté l'un contre l'autre. Que veux-tu dire? Ton père avait des problèmes financiers. Des dettes de jeu. Quand votre grand-mère a laissé cet héritage, ils en avaient besoin. Alors, ils se sont assurés que vous vous disputiez à ce sujet, puis ont tout pris pendant que vous ne vous parliez plus. » Mark sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Nos parents nous ont menti, nous ont fait nous battre. J'en ai bien peur, mon cher. Sarah leur a finalement pardonné. Mais elle n'a jamais cessé de te chercher. » De retour à Portland, Mark reçut un appel de la directrice. Maya s'était battue. Au bureau, Maya était assise, les bras croisés, l'air défiant. « Elle m'a traité d'idiote », dit Maya immédiatement, et a dit qu'on était des cas sociaux. « As-tu poussé cette fille ?» demanda Mark. « Elle a fait pleurer Mia », dit Maya, ses propres yeux s'emplissant de larmes. « Personne n'a le droit de faire pleurer Mia. » Ce week-end-là, Mark retourna les enfants à la ferme. « Papa, regarde », appela Jake de l'intérieur. « Il y a une planche qui bouge sous la banquette de la fenêtre. » Mark trouva les 3 enfants examinant une banquette avec une plainte partiellement détachée. « Je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur, » dit Mia. Mark retira doucement la planche. Cachée derrière, se trouvait une pile d'enveloppes liées par un ruban bleu. « Il y a ton nom dessus, oncle Mark, » dit Mia. Mark reconnut immédiatement l'écriture de Sarah. Les lettres lui étaient adressées, datées sur une période de 5 ans. La plus récente datait de seulement 8 mois. Ils s'assirent en cercle sur le sol poussiéreux, tandis que Mark ouvrait la première lettre. « Cher Mark », lut-il à voix haute. « Une autre année a passé, et je ne sais toujours pas où tu es. Maman m'a finalement dit la vérité sur ce qui s'est passé entre nous. Ils nous ont menti à tous les deux, Mark. Les choses qu'ils ont dit que tu avais faites. Les choses qu'ils t'ont dites que j'avais dites. Rien de tout cela n'était vrai. Ils avaient besoin de l'argent de notre héritage pour payer les dettes de jeu de papa, et ils se sont assurés que nous nous battrions pour qu'ils puissent résoudre le problème en prenant tout. J'ai essayé de te retrouver pour te dire la vérité. J'ai tellement de choses à te raconter sur ma vie. Je suis mariée maintenant, avec des filles jumelles qui adoreraient rencontrer leur oncle. » La voix de Mark se brisa. Ils passèrent des heures à lire les lettres. Sarah avait documenté sa vie, sa recherche de Mark, et ses espoirs qu'un jour ses enfants connaîtraient leur oncle. La dernière lettre, écrite après son diagnostic de cancer, exprimait son regret de ne peut-être jamais se réconcilier. Cette nuit-là, Jake réveilla tout le monde avec une grave quinte de toux. « Je n'arrive pas à respirer, » halta-t-il. « Où est ton inhalateur ?» chercha frénétiquement Mark. « Le dernier a été utilisé hier. » Mark emmena tout le monde à l'hôpital. Aux urgences, Jake fut immédiatement pris en charge.
Mark? Il leva les yeux et vit Karen dans le hall de l'hôpital, en blouse. Je suis toujours répertorié comme contact d'urgence des jumelles. L'école a appelé quand tu les as sorties plus tôt. L'expression de Karen s'adoucit. Je vais voir comment il va. Je suis bénévole ici le week-end. Quand elle revint, elle s'assit à côté de Mark. Ils lui font un traitement respiratoire. Il ira bien. Alors qu'il partait, Karen toucha le bras de Mark. L'audience est fixée à vendredi prochain. Mon avocat dit que nous allons probablement gagner en raison de votre situation financière et de vos limites de logement. Nous avons trouvé les lettres de Sarah, lui dit Mark. Elle m'a écrit pendant des années, Karen. Elle voulait que ses filles me connaissent. L'expression de Karen se durcit. Les lettres ne changent rien au fait que vous pouvez à peine subvenir à vos besoins et à ceux de Jake, sans parler d'ajouter 2 autres enfants. Le lendemain après-midi, en fouillant dans les papiers de la ferme, Mark trouva quelque chose d'inattendu. Des plans détaillés pour développer le terrain en maison de luxe, datés de seulement 2 semaines après la mort de Sarah. Une note dans la marge, écrite d'une écriture inconnue, disait « Valeur potentielle de 2,5 millions de dollars après rezonage ». Il ne s'agissait pas seulement des jumelles. Il s'agissait de millions de dollars. La nuit suivante, le téléphone de Mark sonna avec une alerte de son système de sécurité. Sur son écran, il vit un homme forcer la porte arrière avec un pied de biche. Mark appela immédiatement la police. Quand il arriva, la police avait attrapé l'intrus. Il s'appelait Prescott, du cabinet d'avocats de Karen. Il cherchait les plans de développement. Mark décida alors de déménager à la ferme, immédiatement. La police l'a arrêté. Mais je ne pense pas qu'il soit sûr de laisser la maison vide plus longtemps, et je ne pense pas que nous gagnerons cette affaire de garde si nous restons dans ce petit appartement. Jake avait l'air inquiet. Que allons-nous faire? Nous allons déménager à la ferme, dit Mark. Aujourd'hui. Le jour de l'audience arriva. L'avocat de Karen dépeignit Mark comme un opportuniste instable. Linda, l'avocate de Mark, insista sur le désir de Sarah que ses enfants connaissent leur oncle. Les experts financiers témoignèrent contre Mark. Karen parla doucement de son amour pour les filles. Quand Mark témoigna, il parla honnêtement de sa sœur perdue. J'ai raté 15 ans avec ma sœur à cause d'un malentendu. Je ne peux pas récupérer ce temps, mais je peux honorer ses souhaits pour ses filles. La juge semblait troublée. J'ai examiné les preuves des 2 côtés. Bien que je comprenne le désir de M. Johnson de renouer avec ses nièces, je dois tenir compte de la stabilité et des ressources. À ce stade, je suis enclina. Attendez. Mia se leva soudainement, serrant son ours en peluche. J'ai quelque chose d'important. Le silence se fit dans la salle d'audience. Les mots de ma maman, dit Mia, ouvrant la couture de l'ours et en sortant le journal intime. Elle a écrit ce qu'elle voulait pour nous. La juge accepta le journal et commença à lire des extraits à voix haute. 12 avril, un autre anniversaire pour les filles. Une autre année sans mon frère pour le partager. Les filles devraient connaître leur oncle. Il a la même force tranquille que leur père avait. Karen a encore suggéré de vendre la ferme aujourd'hui. Elle ne comprend pas ce que cet endroit signifie pour nous. C'est notre héritage, l'avenir des filles. Les médecins disent que les traitements ne fonctionnent pas. Je prépare des lettres pour Mark, en espérant qu'il les trouvera d'une manière ou d'une autre. Karen est bien intentionnée, mais elle voit les filles comme des fardeaux, pas des bénédictions. Si Mark lit jamais ceci, je veux qu'il sache que mon plus grand regret est que mes filles n'aient jamais connu leur oncle. Lorsque la juge eut fini, elle décréta une suspension de séance. Dans le couloir, Mark trouva une lettre cachée que Sarah avait adressée à lui et à Karen. Elle leur demandait de ne pas se battre et d'élever les filles ensemble. Les larmes aux yeux, Karen lut la lettre. Elle avoua à Mark qu'elle était elle-même malade, du même cancer que Sarah. Elle était endettée jusqu'au cou à cause des traitements de sa sœur. Lorsque le tribunal reprit, Karen s'approcha de la juge. « Votre honneur, je souhaite retirer ma demande de garde exclusive. Je crois que les souhaits de Sarah sont mieux honorés en permettant aux enfants de rester avec leur oncle à la ferme. Je voudrais demander un droit de visite régulier. » La juge accorda la garde principale à Mark et annula la vente de la propriété. Sur le chemin du retour, ils célébrèrent avec une pizza sur le porche. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jake. « Maintenant, on reconstruit, » répondit Mark. « La maison, nos vies, tout. » Au cours des mois suivants, ils transformèrent la maison et eux-mêmes. Mark trouva un nouvel emploi dans une entreprise de restauration historique. Karen, dont la santé s'améliorait, devint une présence constante et aimante.
Les parents de Marc réapparurent, repentants, et commencèrent à reconstruire prudemment une relation avec leurs fils et leurs petits-enfants. La famille lança sa propre entreprise, Restauration familiale Johnson, depuis la grange rénovée. Ils réalisèrent le rêve de Sarah en créant un jardin communautaire sur une partie de la propriété. 1 an exactement après que Marc eut trouvé les jumelles, la ferme était un lieu de vie et d'espoir. Le jardin communautaire prospérait, l'entreprise de restauration était florissante et la famille, autrefois brisée, était unie. Ils plantèrent un cerisier en mémoire de Sarah et de Lisa, la mère de Jake. Chacun partagea un souvenir en ajoutant de la terre autour des racines. Un promoteur immobilier se présenta un jour, offrant une somme astronomique pour la propriété. Marc refusa poliment. Cet endroit vaut bien plus pour nous que de l'argent. Ce soir-là, après que les enfants se furent couchés, Marc s'assit seul dans le studio qu'ils avaient aménagé dans le grenier, rempli des dessins d'architecture de Sarah. Il prit une feuille de papier et commença à écrire. « Chère Sarah », écrivit-il. « Aujourd'hui marque le premier anniversaire du jour où j'ai trouvé tes filles dans cette ferme. Je suis venu chercher une opportunité financière et j'ai trouvé la famille dont je ne savais pas avoir besoin. » Il raconta tout, les succès de ses filles, la confiance retrouvée de Jake, la guérison de Karen, le jardin, la bourse d'études en son nom. Quand il eut fini, il plia la lettre et la plaça dans la cachette où il avait trouvé les siennes. « La boucle est bouclée, Sarah, » murmura-t-il. Dehors, le cerisier se balançait doucement sous la lune, ses branches promettant des fleurs pour les printemps à venir, un témoignage vivant d'un amour qui avait transcendé la perte et le temps pour rassembler une famille. L'histoire de la famille Johnson nous rappelle que les véritables richesses ne se mesurent pas en argent, mais dans les liens que nous tissons et l'héritage que nous laissons. Une maison n'est pas seulement faite de briques et de bois, mais des souvenirs, des espoirs et de l'amour des gens qui y vivent. Parfois, en cherchant à réparer ce qui est brisé, nous finissons par nous réparer nous-mêmes.